Les minéraux dissous dans l'eau bouillante sont déposés autour de la base du geyser, formant lentement des cônes de la même façon que les évents forment les cheminées hydrothermales. Sur la terre ferme, le vent et la pluie rôdent ces cônes, ce qui explique qu'ils ne montent pas très haut. Mais sous l'eau, sans l'effet de l'érosion, les sources d'eau chaude peuvent donner naissance à des cheminées bien plus grandes. Certaines ont la taille d'un immeuble de 20 étages. Sur la dorsale médio-atlantique, ces cheminées ont généré des structures encore plus grandes. C'est le champ hydrothermal TAG. Sur cette représentation en relief, on peut constater qu'il fait environ 5 km d'un bout à l'autre. En utilisant ces données, on peut retirer les 3000 mètres d'eau qui recouvrent le site et observer comment fonctionne ce réseau d'eau chaude. Le tertre du champ TAG est un bon endroit pour comprendre ces structures étranges qui sont créées par les fumeurs noirs. Grâce à une animation numérique, le géologue Crispin Little peut se promener parmi ces cheminées pour examiner de près leur tuyauterie d'eau chaude. Je suis au sommet du tertre du champ TAG, entouré de ces incroyables cheminées. Les fluides hydrothermaux qui en jaillissent ont une température qui peut aller jusqu'à 400 degrés. Ces évents sous-marins fonctionnent grâce à l'eau de mer qui a pénétré dans la croûte terrestre par des failles dans la roche et a été chauffée par le magma qui se trouve juste en dessous de la surface. Avec cette eau surchauffée qui jaillit du sol marin, on pourrait penser que ces zones des vents sont des endroits hostiles et dangereux. Et pourtant, de façon assez étrange, ils regorgent de vie. Une vie dont on ignorait tout jusqu'à très récemment. Près des sources chaudes, on trouve une foule grouillante d'animaux. Ça vibre de vie. C'est pour ça que j'adore étudier ces sources. Comment vivent-ils ici? Où trouvent-ils de quoi se nourrir? C'est la magie des microbes. Cindy Lee Vandover est à la fois biologiste et l'un des pilotes du submersible Alvin. Elle a étudié des zones d'évents hydrothermaux tout autour de la planète et a découvert des animaux qui réussissaient à y vivre d'une façon totalement inattendue. Ici, toute vie dépend des microbes, des bactéries qui puisent leur énergie dans les produits chimiques présents dans les eaux chaudes. On peut comparer ce processus à celui de la photogenèse chez les plantes. Ces bactéries sont à la base d'une étonnante chaîne alimentaire totalement indépendante du soleil. Les fumeurs noirs de l'océan Pacifique sont habités en premier lieu par des vers à tubes calcaires qui font souvent plusieurs dizaines de centimètres de long. Ces vers n'ont pas de bouche ni de système digestif, mais ils ont un organe spécial bourré de bactéries. Ils fournissent à ces bactéries du sulfure d'hydrogène provenant des évents et du dioxyde de carbone et de l'oxygène provenant de l'eau de mer. En retour, ces bactéries produisent assez de nourriture pour elles-mêmes et pour les vers. Ils vivent dans une eau à une température d'environ 12 à 15 degrés. L'eau chaude provenant des évents se mélange à l'eau glacée de l'océan. Ils doivent précisément vivre à cet endroit, car ils ont besoin de prendre immédiatement de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène. Ce sont donc des organismes très intelligents. Les sections de la dorsale médio-océanique sont toutes connectées entre elles autour de la planète. Mais les créatures qui vivent sur la dorsale atlantique ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve dans le Pacifique. Dans l'Atlantique, les fumeurs noirs regorgent de crevettes. Tout comme les vers, les crevettes vivent grâce à des bactéries, mais celles-ci ne sont pas cachées dans leur tissu. Elles croissent sous une partie bombée de leur carapace située au-dessus de leurs pattes.
Quand elles veulent manger, elles n'ont donc qu'à aller regarder sous leurs aisselles. Régulièrement, des éruptions volcaniques se produisent sur les dorsales et détruisent ces animaux. Mais ces mêmes éruptions créent de nouvelles opportunités pour la vie de se développer. Ces éruptions donnent naissance à de nouvelles sources. Les vers apparaissent alors, puis les moules et les palourdes. Ça déclenche toute une série d'événements. Chacune de ces éruptions volcaniques abîme la tuyauterie d'eau chaude des cheminées. Certaines s'éteignent, d'autres se forment et sont très rapidement colonisées par les vers et autres animaux vivant à proximité des évents. Mais pour qu'une nouvelle colonie puisse se former, ces animaux doivent trouver un nouveau site le long de la dorsale médio-océanique. Ayant la possibilité de voir ces sites dégagés de leur eau, on remarque que le panache d'eau chaude qui jaillit des cheminées s'élève sur environ 300 mètres, puis, en refroidissant, s'étale jusqu'à former un large disque de près d'1,5 km de diamètre. La rotation terrestre fait tourner ce disque et il se détache alors du panache d'eau chaude. Ces disques voyagent sur des kilomètres à travers les océans, transportant des larves de crevettes, des vers, des moules et d'autres créatures présentes près des évents. Certains auront peut-être la chance de retomber près d'un nouveau champ de fumeurs noirs. D'autres dériveront vers des endroits totalement différents. Plus bas sur les flancs de la montagne, loin de la partie la plus active de l'aride volcanique, on trouve des sources chaudes d'une autre sorte. Elles n'ont été découvertes qu'en 2000. Ici, l'eau qui jaillit est plus froide et contient des minéraux de types différents qui produisent de hautes cheminées blanches dont certaines peuvent atteindre 60 mètres. C'est la cité perdue. Peu de temps après que ce site a été découvert, James Cameron, qui tournait un film pour Disney, est descendu ici avec 4 submersibles, en emportant assez de lumière pour illuminer les eaux profondes avec un luxe d'équipement que ne peuvent se payer les équipes de recherche scientifique. Ces images sont les plus précises que nous possédions de ces magnifiques paysages océaniques sans l'aide de l'animation numérique. Jusqu'à présent, nous n'avons retiré l'eau que jusqu'au niveau de la dorsale médio-océanique. Si nous descendons encore plus bas, nous découvrons un panorama totalement différent. Quand on retire l'eau qui les recouvre, certaines régions sont si vastes qu'il est difficile d'en apprécier l'échelle. Maintenant que nous avons retiré presque toute l'eau des océans, nous découvrons le plus gigantesque de ces paysages. C'est une plaine immense et totalement plate, la plaine abyssale. Elle recouvre environ un tiers de la planète, ce qui représente à peu près autant que toute la terre ferme. Au large de la côte nord-africaine se trouve une plaine constituée de boue et de sable générée par un cataclysme qui s'est produit il y a des dizaines de milliers d'années. Le géologue Peter Tolling peut traverser à pied le paysage modelé par cet événement. Nous sommes au large des côtes de l'Afrique du Nord et je me tiens sur un dépôt de sable et de boue provenant d'un écoulement sous-marin qui s'est produit il y a 60 000 ans. Cet écoulement a été déclenché par une tempête de sable sous-marine dont l'échelle est difficile à imaginer. En seulement quelques heures, elle a déplacé plus de sédiments que toutes les rivières du monde n'en charrient en une année. Tout a commencé par un glissement de terrain dans un canyon situé au large des côtes d'Afrique du Nord, du type de ceux qui se produisent dans le canyon de Monterey. Mais cette avalanche-ci était beaucoup plus puissante.
Quand le terrain a commencé à se désintégrer, tous les sédiments qu'il transportait se sont mêlés à l'eau et ont dévalé le long du canyon. Cette vague est alors sortie du canyon et a commencé à se répandre dans cette plaine abyssale où je me trouve actuellement, sur une zone de plus de 150 km de large. Cet écoulement était tellement important que même en l'observant de très haut, on a du mal à en prendre la pleine mesure. Il a dévalé le canyon à une vitesse de 20 mètres par seconde et est arrivé sur une plaine aussi plate qu'une table de billard. Il a alors poursuivi sa course sur plus de 1500 km et s'est arrêté sur les contreforts de la dorsale médio-atlantique. Tout cela s'est passé il y a très longtemps, mais des événements similaires se produisent encore de nos jours, même s'ils sont cachés sous 3 ou 4 kilomètres d'eau. Une obscurité totale et une pression écrasante règnent dans la plaine abyssale, ce qui la rend très difficile à explorer. Mais à chaque fois qu'on descend à ces profondeurs, on y découvre quelque chose de nouveau et d'inattendu. Voici le volcan de boue. Un gaz chaud s'échappant du lit de l'océan liquéfie les sédiments, puis les modèle pour en faire des statues. On trouve aussi des volcans de boue sur la terre ferme, comme ceux-ci en Californie du Sud. C'est une source de chaleur située très profondément sous le niveau du sol qui liquéfie ainsi la boue. Si les volcans de boue ne sont pas très nombreux sur les continents, on en compte plus de 100 000 sur la plaine abyssale et d'une taille bien plus imposante. Ceux que l'on peut voir en Californie du Sud ne font que quelques mètres de haut, mais en dessous du golfe de Cadix, au large de l'Espagne méridionale, se cachent des volcans de boue qui ont atteint des tailles impressionnantes. Cette zone de volcans de boue géants n'a été cartographiée que tout récemment. Celui-ci a été baptisé Al-Idris. Il fait 250 mètres de haut et 5 km de large. Si l'on retire l'eau, il est facile de constater que le Al-Idris est 100 fois plus grand que ces volcans californiens. Il n'y a pas que de la boue qui suinte du sol sur la plaine abyssale. Par endroits, du goudron remonte aussi à la surface. Dès qu'il entre en contact avec l'eau froide, il se solidifie sur de larges zones, recouvrant ainsi la plaine abyssale d'une couche de bitume.